Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. Cette chaîne est dédiée à créer un espace de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, vous rencontrez des personnages uniques, inspirants. Ils vous proposent aussi des outils concrets pour élever vos vibrations. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tigrane, auteur, chaman, explorateur des mondes visibles et invisibles. Dans cette interview, il nous ouvre les portes de son parcours personnel, sa vision du chamanisme, de son univers littéraire, notamment avec la nouvelle série Shaman et son dernier tome, l'aventure stellaire La Messagère des Arbres. Alors, on va partir pour un voyage profond et inspirant et rempli de clés pour comprendre notre lien au vivant et aux dimensions subtiles. Alors, abonnez-vous maintenant, restez connectés. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut élever vos vibrations. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti. Tigrane, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Et toi, Sébastien? Ben, ça va très bien, je te remercie. Je suis très heureux de te rencontrer, de découvrir ton univers ben, euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, déjà, est-ce que tu pourrais un petit peu dire, décrire qui est Tigrane et c'est quoi son parcours? Ok. Alors déjà, merci pour cette invitation. Merci à toutes les auditrices et auditeurs de ta chaîne. Tigrane, c'est mon vrai prénom. Les gens pensent que c'est un nom de plume ou un pseudonyme, mais ma mère était arménienne et c'est un prénom classique en Arménie, y compris historique. Euh, je suis né à Paris en 1970, où j'ai toujours vécu, à part une petite parenthèse sur les bords de la Loire entre 2 ans et 5 ans. J'ai été, dès l'enfance, traversé par des expériences spontanées, donc des expériences que je n'ai pas choisies dès la petite enfance, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui mêlaient clairaudience, clairvoyance et différents phénomènes qu'on pourrait dire extatiques, aussi d'ouverture de perception à une réalité non ordinaire, puis à des réalités non ordinaires. Ces expériences m'ont changé. Il y a vraiment eu un avant et un après, que ce soit vers 6 ans, puis après vers 13 ans, puis après vers 20 ans, puisque j'ai mis un petit peu de temps à m'apercevoir que ça se répétait en tout cas tous les 7 ans. Et à 20 ans, justement, diplômé de musicologie en Sorbonne, j'ai basculé vers l'ethnomusicologie et je suis allé enregistrer des musiques de trance dans le monde et ce qu'on m'a présenté en tant que Sorbonnard, jeune diplômé cartésien et rationnel, comme des concerts de musique traditionnelle. Je me suis très vite aperçu sur place, que ce soit en Thaïlande ou au Sri Lanka, en Afrique du Nord, en Amérique, en Russie, en Indonésie, que c'était pas du tout des concerts de musique traditionnelle, mais que c'était ces cercles, en fait, des cercles de tambour, des cercles de femmes, des cercles de chant, plus exactement des rituels que des concerts, des cérémonies que des musiques traditionnelles, des cérémonies qui avaient notamment pour but d'ouvrir la porte entre différents niveaux de conscience et peut-être différents pans d'une réalité multidimensionnelle, ce qui m'a plongé de manière assez fulgurante, parfois même violente, dans d'autres couches de la réalité où je me suis aperçu que ces chanteuses, ces maîtres de tambour et autres guides de ces cérémonies avaient l'art et la manière, de façon séculaire et peut-être millénaire, de faire bouger les lignes quand il y avait vraiment une urgence physique ou psychique, voire métaphysique. D'accord. Une urgence à réintroduire de l'harmonie entre un homme et une femme, un clan et un autre, une tribu et des animaux, entre un clan et le règne végétal, quand des choses ne tournaient plus rond. Et que ces maîtres de cérémonie, plutôt que de se concentrer sur le phénomène matériel dans notre réalité,
avait toujours à cœur de remonter vers une source immatérielle, pour ne pas dire spirituelle. Donc voilà un peu quel a été mon parcours pour boucler la boucle du spirituel depuis des premières expériences spontanées qu'on pourra détailler si tu le souhaites, Bien sûr. vers 4, 5, 6 ans et la découverte de ces musiques de trance et ces cérémonies qui ont fait complètement voler en éclats la perception que j'avais et qu'on m'avait inculquée de ce qui est défini comme la réalité. D'accord. Ok. Et lors de ta première connexion spirituelle quand tu étais enfant, euh, c- ça a été quoi ton ressenti et ce que tu as pu apercevoir? Alors, d'abord, les expériences en pleine nature, au bord de la Loire, quand j'avais 4, 5 ans, c'était des moments où j'étais un peu livré à moi-même, concrètement. Mon père était peintre, travaillait la nuit, ma mère était écrivain, elle s'occupait également de mes deux grandes sœurs, de sa propre mère, etc. Et donc, je passais le plus clair de mon temps avec mon chien, très solitaire en fait, sur un chemin de halage sur les bords de la Loire. J'ai eu là des expériences qui me sont tombées dessus et qui m'ont fait perdre la notion des limites de mon corps et de l'observation du paysage comme un environnement extérieur. C'est-à-dire que dans ces moments de, j'allais dire, réunion avec la nature, les arbres n'étaient plus une masse végétale comme un décor, un paysage, mais bien plus comme un ensemble d'individus, d'êtres dont je percevais non seulement l'existence propre, mais surtout, même à un âge où on ne cherche pas à cataloguer, à intellectualiser, verbaliser ce genre de phénomène, Oui. surtout le sentiment tout d'un coup qu'il y a une modification dans une perception de surface, c'est-à-dire il y a une masse d'arbustes et d'arbres, et où tout d'un coup on a le sentiment d'être observé et perçu par chacun des arbres, comme si chacun était une personne bien vivante qui a complètement conscience de votre présence. D'accord. Et à quel moment le mot chaman, chamanisme est venu à toi? Alors, en musicologie, d'une part, et 7 ans avant, pendant l'adolescence, euh, vers 13 ans, donc à l'adolescence, en découvrant certains livres, et j'étais très attiré par les images, les symboles, et ma mère comme mon père avaient chacun de grandes bibliothèques, et alors que je lisais pas tellement de romans ou de livres jeunesse, j'étais très attiré par les livres d'art, les livres d'images et en fait, par la peinture, la sculpture et ces livres d'art, d'architecture et autres, je me suis vite retrouvé à tomber sur des livres qui traitaient peut-être plus d'ésotérisme ou de civilisations disparues, d'archéologie ancienne, de symboles cosmogoniques ou de symboles traditionnels de différentes cultures. Ces symboles m'ont beaucoup intéressé et je me suis aperçu assez rapidement qu'il y avait souvent référence ici de pratiques de guérison, d'éveil spirituel, de chamanisme, mais pas seulement, d'animisme et de différentes formes de savoirs ancestraux des peuples indigènes, des peuples autochtones, des peuples racines qu'on appelait il n'y a pas si longtemps que ça des sauvages, et qui avaient également des motifs que l'on retrouvait d'une culture à l'autre, parfois de façon claire et évidente entre chamanisme mongol, bouddhisme, pratiques tibétaines, etc., mais parfois de manière beaucoup plus étonnante entre, par exemple, l'Arménie et des symboles très très anciens, des gravures dans la pierre remontant à 2000 ans, et ces mêmes symboles, impossibles à distinguer tant ils sont exactement identiques dans les cultures chamaniques Huichol, par exemple, du Mexique. Donc ça, vers 13, 14 ans, j'ai un peu été baigné dans cette imagerie qui m'attirait sans que je comprenne vraiment pourquoi. C'était pas un choix de ma part, c'était pas une passion dont j'avais conscience, c'était plutôt que je me sentais aimanté par ces symboles, par ces images, comme si
je pressentais qu'il y avait derrière elle autre chose qu'un simple pictogramme, qu'un simple D'accord. dessin géométrique. Et puis 7 ans plus tard, en musicologie en Sorbonne, avec un professeur qui s'appelait Gilles Léoto, qui est également un professeur extraordinaire d'acoustique, j'ai pris une spécialisation sur l'acoustique de la voix chantée, les techniques vocales dans le monde. J'étais moi-même, après avoir été sopraniste avant la MU, j'étais baryton et chef de chœur, aussi bien d'enfants que d'adultes. D'accord. Donc, très versé dans les techniques vocales, vibrations, fréquences et l'art lyrique, en fait. Et là, j'ai découvert le chant diphonique, la guimbarde, le chant diphonique mongol, etc. Évidemment, la guimbarde comme le chant diphonique mongol sont très, très liés également aux pratiques chamaniques. D'accord. Et du coup, en fait, ta période, on va dire, à la Sorbonne, ta période scolaire, c'était un petit peu comme un tremplin vers le chamanisme, puisque la musique, les sons, c'est très lié, c'est très présent dans le chamanisme. Oui, aussi bien le tambour que le chant, le rythme, la guimbarde, les chants en voix de tête, en voix de poitrine, le chant guttural, diphonique, encore une fois, etc., pour parler ici que du chamanisme mongol, qui était un point fort de l'enseignement de ce professeur, Gilles Léoto. Il y a eu évidemment ce type d'événement et puis d'autres dont on ne voit pas forcément le rapport quand ça vous arrive, des expériences personnelles, un rêve, un symbole dans un livre un an plus tôt, euh, un état très étrange. La première fois où j'entends du chant diphonique, justement, ou de la vielle cheval, la vielle Morinkhur en Mongolie, et où, avec le recul, on s'aperçoit que tous ces événements qui paraissent séparés semblent être des perles enfilées sur un même fil, comme si d'ailleurs, à certains de ces moments étranges où on est particulièrement touché, pour ne pas dire complètement chamboulé par une première audition d'une certaine musique, comme ce chant diphonique ou cette Yel Morinkhur de Mongolie, mon sentiment n'était pas de découvrir quelque chose que j'avais jamais entendu, c'était plus de retrouver quelque chose qui, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, m'était familière. D'accord. Ok. Tu as justement fait des expériences de vie antérieure, transgénérationnelle, pour aller vérifier ça ou pas? J'ai eu un certain nombre d'expériences de rêves lucides et en fait, petit à petit, de 20 à 50 ans, pendant les 30 ans où j'ai été baigné dans certaines de ces expériences, que ce soit des rituels, des cérémonies chamaniques, des moments avec des curanderas, avec des guérisseurs, mais pour ne pas être toujours obsédé par les chamanismes du bout du monde, comme à l'heure actuelle de cette mode ou de cette surmode du chamanisme, du néo-chamanisme, pour ne pas dire du tourisme chamanique, qui a des aspects et des travers très simplificateurs et réducteurs, parfois même dangereux, voire irresponsables. Il faut aussi rappeler, petite parenthèse, que dans nos campagnes européennes et françaises, on a depuis la nuit des temps, des rebouteuses, des barreurs de feu, des guérisseurs, des devins, des femmes parfois extrêmement profil bas, comme une sage-femme de campagne, mais qui étant experte de la porte d'entrée de la vie sur Terre, devient très naturellement experte de la porte de sortie de la vie vers l'au-delà, autrement dit, quand sage-femme rime avec passeuse d'âme. Et peut-être que d'ailleurs, si on remonte plus loin vers avant les grandes religions, puisque le chamanisme est beaucoup plus ancien que les grandes religions connues, et avant même le chamanisme, l'animisme, peut-être même que ces premières sages-femmes et passeuses d'âme étaient nos premières chamanes. D'accord. Ok. Les druides sont des chamans aussi, quelque part, non? Alors, je ne suis pas expert en druidisme et dans différentes formes de traditions plus ou moins secrètes qui tournent autour notamment de certaines cultures celtes, hein, mais qu'il y ait cependant certains points communs dans la manière de chercher à réintroduire de l'harmonie
quand besoin est pour des raisons très physiques et matérielles ou pour des raisons beaucoup plus métaphysiques et spirituelles, c'est un fait. Qu'il y ait des dénominateurs communs dans le rapport, non pas seulement au divin et au règne humain, mais aussi au règne animal, au règne végétal et même au règne minéral, Oui, c'est également un fait. Qu'il y ait une relation avec des arbres considérés comme des maîtres et parfois même des enseignants, c'est aussi un dénominateur commun de nombre de ces chamanismes au pluriel, si on peut dire de manière très simplificatrice, qui ont des lignes de convergence qui dépassent complètement que l'on soit religieux ou pas, croyant ou pas, qui dépassent toutes sortes de dogmes, de sphères culturelles ou de réalités géographiques. Cependant que la réalité géographique, ne serait-ce que le climat et les conditions de vie, influencent beaucoup le chamanisme et les obligations du chaman, c'est une réalité. Quand vous êtes à moins 40 degrés dans la steppe, qu'il n'y a pas de prédateurs autour de vous, mais qu'il n'y a rien à manger, vos obligations, entre guillemets, de divination ou de lecture de pans plus subtils de la réalité sont pas les mêmes que quand vous êtes à plus 40 degrés au fin fond d'une jungle, qu'il y a énormément de choses à manger, mais qu'il y a aussi énormément de toxiques et énormément de prédateurs. Donc tout ça influence beaucoup ces différentes formes, entre autres, de chamanisme, qui nous offre une biodiversité extraordinaire en termes de chants, de tissage, de rituels, d'objets, avec ou sans tambour, avec ou sans plantes, avec ou sans visualisation, avec ou sans chant. Mais au-delà de cette extraordinaire biodiversité qui est totalement enivrante et qui fait la richesse des cultures humaines, il y a, oui, c'est sûr, des fonds communs et notamment certaines lignes de force et peut-être certaines sources auxquelles on accède, quel que soit le chemin ou l'outil employé. d'accord, ok. Alors, ta description du chamanisme, pour toi, c'est quoi? Parce que tu en as parlé un peu avant, il y a le néo-chamanisme, enfin, et maintenant il y a du chamanisme de partout. Euh, pour toi, c'est quoi la description d'un chaman, du chamanisme? Alors, au début, chaman, c'est un mot spécifique qui vient des Tungus, au nord de la Mongolie, en Sibérie, République de Touva, etc. Et qui littéralement signifiait celui qui s'agite, celui qui sait, au sens de quelqu'un, par exemple, qui s'agiterait parce qu'il serait en transe pour savoir, c'est-à-dire ramener de la connaissance du monde des esprits afin d'être utile et bénéfique à sa D'accord. communauté, qu'il s'agisse d'une forme de diagnostic, de divination, de soins, d'énergie de guérison ou de communication avec l'esprit d'un lieu, des défunts ou des esprits courroucés qui vont ensuite, sur notre plan de réalité, générer des désordres tangibles, physiques, matériels, mais dont, encore une fois, souvent le chaman, la curandera, la femme médecine, l'homme de connaissance vont plutôt s'appliquer à aller chercher à la racine et derrière ce problème de fin de chaîne, j'allais dire, de bout de chaîne. Quelle est l'origine énergétique et derrière ce problème énergétique, y a-t-il une origine émotionnelle? Y a-t-il un désordre dans la relation avec l'invisible et le spirituel? Parce que l'idée n'est pas tant de guérir la verrue que de comprendre ce qui l'a fait apparaître, si je puis dire. Oui, Donc, il y a, pour faire simple, chez les chamans, les curanderas, les femmes médecines, les hommes de connaissance, une capacité, parfois avec certains dons transmis par des lignées paternelles, maternelles, transgénérationnelles, et en plus de certains dons spécifiques, comme on pourrait dire qu'une rebouteuse retire les verrues, qu'un barreur de feu retire le feu, des cordes qu'on rajoute à son arc qui ne sont pas les siennes, qui ne dépendent pas de dons hérités de sa grand-mère ou de son grand-père, d'accord. et qui sont par exemple des cordes que l'on va emprunter le temps d'un soin à tel ou tel chaman défunt, à tel ou tel esprit, à tel ou tel animal de pouvoir, de manière à être capable de répondre, alors que dans le tipi ou dans la yourte, vous pouvez avoir en une nuit 10, 12 personnes qui viennent pour des problèmes plus ou moins urgents, mais très différents.
du plus physique au plus métaphysique, du plus tangible au plus inexplicable. D'accord. Donc, vous n'avez pas forcément 12 dons pour faire avec chaque cas de figure. En revanche, pour répondre à ta question, je dirais que le chaman a développé également, en plus de dons qu'il peut avoir, en plus de cette capacité parfois à voir au sens chamanique du terme, qui va être très forte lorsqu'héritée d'une lignée paternelle, maternelle, il y a aussi l'art et la manière de voyager dans d'autres couches de la réalité multidimensionnelle. On pourrait dire d'aller dans d'autres mondes ou de voyager dans d'autres couches de sa psyché et d'en ramener de l'information, des énergies de guérison, entre guillemets, de l'information qui puisse être utile et bénéfique à la résolution d'un problème pour lequel vous êtes sollicité. Alors, parenthèse, quoi que je dise ici, puisqu'on parle là de divination, de guérison, il va sans dire que ça ne remplace en rien dans nos cultures les conseils d'un professionnel de la santé. Bien sûr, tout à fait. Parenthèse. Par ailleurs, l'art et la manière avec lequel cet intercesseur auprès des puissances de l'invisible, qu'il soit homme ou femme, chaman, curandera, etc., va voyager et revenir, c'est une caractéristique très importante à souligner, le fait d'en revenir de manière très ancrée, enracinée, parce qu'on juge l'arbre à ses fruits, et parce que, comme disait l'autre, la différence entre un fou et un chaman, c'est que le chaman, lui, il sait revenir. D'accord. Oui, oui, c'est vrai, oui, je suis d'accord. Euh, et justement, c'est pas difficile dans la société dans laquelle on est actuellement, où on est dans une société de consommation de plus en plus matérialiste, à plus un pouvoir, d'allier ce côté chamanisme et cette vie de tous les jours de plus en plus intense. Alors, parfois, les difficultés font partie du chemin, en fait. Comme dit notre proverbe, ce qui vous tue pas vous renforce. Qu'il y ait des épreuves, des challenges, etc., c'est certain. Qu'au final, avec le recul, ce qui a pu vous paraître négatif sur le moment, voire insurmontable, terrifiant, traumatisant, avec le temps, avec le recul, quand on ne baisse pas les bras et quand on est parfois aidé, quand c'est nécessaire, que ces événements sur le moment tellement négatifs, avec le recul, se révèlent être très positifs, c'est-à-dire non pas un obstacle dans lequel on s'emplafonne, mais un tremplin qui nous a permis de grandir. Je crois que c'est un classique de cette forme avec laquelle on peut alchimiser le négatif en positif quand on n'abandonne pas et qu'on finit par comprendre que ces murs que l'on pourrait croire être une fatalité et qui vont nous arrêter en chemin peuvent être transformés en échelles qui nous permettent de découvrir de nouveaux horizons et que ces horizons sont peut-être en fait de nouvelles dimensions de vous-même, en plus grand, en plus évolué, en plus fort et donc aussi en plus ancré. Cette pratique de l'ancrage et de l'enracinement, elle est fondamentale quand on s'élève vers cette forme de connaissance et de lumière. D'accord. Et, euh, et une personne qui voudrait s'initier au chamanisme, ben, dans ce monde actuel, ça serait quoi tes conseils? Je ne suis pas du tout sûr, comme voudrait nous le faire croire la mode dont on parlait, qui a parfois une très forte propension à une sorte de marketing qui vise une consommation spirituelle, donner l'impression aux gens que tout le monde peut devenir chaman en 2 stages, quelques vidéos, Oui, ça, c'est sûr. etc. Je remarque que dans ces cultures, on va très très lentement. Ça ne veut pas dire que certaines expériences ne sont pas fulgurantes. Ça ne veut pas dire que certaines initiations ne vous font pas basculer d'un avant et à un après en une seule nuit. Ça, c'est certain. Mais cela dit, comme disent les Italiens, qui va piano va sano. Donc, il y a ce côté aussi du un pas à la fois. Il y a cette humilité par rapport à Dame Nature, par rapport à la création qui est que c'est bien joli de vouloir devenir quelque chose,
Mais est-ce qu'on devient vraiment ce que l'on n'a pas déjà en soi? Je m'explique. La plupart des doyennes et des doyens de ces différents peuples autochtones, racines avec lesquels j'ai pu converser ou pratiquer, en gros, avaient aussi une réponse commune à cette question par rapport à cet engouement où on a l'impression ici que tout le monde veut devenir chaman, tout le monde veut devenir sorcière, etc. C'est vrai. Cette réponse commune, c'est que on ne devient pas ceci ou cela. On est EST chaman ou curandera parce qu'on est NAIT chaman ou curandera avec certains dons, certaines propensions qui viennent de vos lignées, que ce soit des dons par exemple dans les mains, des dons de clairvoyance, de clairaudience, certaines sensibilités. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pratiquer. Il est évident que on peut pratiquer et qu'à force de taper du tambour, par exemple, on va, comme on l'entend aujourd'hui, chamaniser. C'est une chose. Que ce soit pour tout le monde, je ne le pense pas du tout. Je ne suis pas du tout sûr d'ailleurs que ce serait une bonne idée que tout le monde devienne, par exemple, chaman. Loin de là. De plus, dans ces cultures-là, quand une doyenne, un doyen, une guérisseuse, un chaman vous reconnaît comme, par exemple, son fils spirituel, à sa grande surprise, alors qu'il pensait que ça allait être son propre petit-fils, par exemple, ou quelqu'un de sa tribu. Ben, en gros, ce qu'il vous dit, comme le rapporte également Claire Barré, qui a publié notamment son autobiographie Ma vie de chaman et qui avait participé au livre Femme chamane de Audrey Fella. Claire Barré, comme elle le rapporte elle-même, la première chose qu'ils viennent vous dire, c'est bah, t'es foutu. C'est-à-dire que c'est pas considéré du tout comme une bonne nouvelle, c'est considéré comme une très mauvaise nouvelle d'une certaine manière. Ça peut D'accord. impliquer certaines formes d'hygiène physique et mentale jusqu'au boutiste. Ça peut impliquer des initiations qui sont aussi des épreuves, des transmissions qui sont aussi des challenges, d'être poussé au bout dans ses retranchements de manière à être en quelque sorte totalement expulsé hors de sa zone de confort et de plus avoir le choix quant à chercher en soi, comme on chercherait l'oxygène si on vous maintenait la tête sous l'eau, à chercher en soi des trésors de résilience, de régénération, de centrage, de reconnexion, vraiment comme on chercherait l'air vital si on était privé d'oxygène. Donc, c'est D'accord. pas du tout quelque chose qui est fait pour tout le monde, de même que la navigation côtière, ça peut être charmant, la navigation de plaisance, etc. La navigation de haute mer, quand la tempête se lève, si vous n'avez pas quelqu'un qui est expert pour vous ramener à bon port, ça peut être fatal. Si ce n'est fatal pour votre corps, fatal pour votre esprit. On pourrait dire la même chose de certaines personnes qui s'aventurent en haute altitude, mais qui n'ont pas le véritable Sherpa au cas où tout d'un coup le temps changeait violemment. Or, dans ces réalités-là, comme on dit sur la Terre comme au ciel, la météo peut être extrêmement soudaine. D'accord. Très capricieuse. En tout cas, puissante et imprévisible. D'accord. Ok. Non, c'est une vision qui est très intéressante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, tout le monde s'achète un tambour sur Amazon et devient chaman assez rapidement. Donc, c'est très intéressant On croit le devenir Oui, et je voilà, on croit pour le devenir. rebondir sur ce que tu évoques là, parce que quand on pratique un petit peu certaines choses ou qu'on a eu l'honneur et le bonheur de partager la compagnie, les cérémonies, etc., de certains de ces maîtres, de ces guides ou de chamans qui, parenthèse, on fait un amalgame ici souvent à croire que chaman rime avec sage, mais pas du tout. Il y a beaucoup de cultures où on est très très loin d'amalgamer ces deux profils. Un chaman n'est pas D'accord. du tout forcément un sage. Euh, mais là où donc il y a une mise en garde importante, je crois que quand on a eu donc l'honneur et le bonheur de pratiquer avec ces personnes, on a aussi un sentiment de responsabilité. De responsabilité, et donc mieux vaut prévenir que guérir, notamment toutes ces personnes, y compris parfois dans les jeunes, voire très jeunes générations, Oui.
qui partent un peu la fleur au fusil vers cet archétype qui a été très, très simplifié, du chamanisme notamment, et une autre phrase au centre des différentes transmissions au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de chamanisme très masculin et guerrier comme de chamanisme beaucoup plus féminin et subtil. Un des dénominateurs communs, ça a été d'accord, tout le monde veut apprendre à ouvrir les portes, mais beaucoup, beaucoup plus important que de savoir ouvrir les portes, c'est de savoir très, très bien les refermer. D'accord. Ouais. Ouais, je pense que c'est important. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, tu as des rituels, justement, quotidiens, des choses que tu as besoin de faire tous les jours ou régulièrement? Euh, Caresser mon chat et manger du chocolat, je pense, ouais. Ah, le chat doit être content. De manière un petit peu plus sérieuse, entre guillemets, euh, même en ville, même dans une capitale, où que ce soit, non seulement la compagnie des arbres, mais le toucher des arbres, pour moi, est très important. Euh, Marcher également sur la terre et pas que sur du goudron, et je parle de marcher pieds nus, Oui. c'est-à-dire les voûtes plantaires sur le plan terre, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, est beaucoup plus important que ce qu'on imagine quand on dit ah oui, ça fait du bien de retirer ses chaussettes, ses chaussures et on pousse un soupir d'aise. Non, il se passe beaucoup plus que ça quand vous marchez pieds nus sur la terre, pieds nus sur la terre sacrée, pour reprendre le titre d'une des plus belles anthologies de textes et de photos de Curtis, des différentes cultures amérindiennes. Et je crois qu'il se passe là alors quelque chose tout simple, gratuit, pour lequel vous n'avez besoin d'aucun maître et d'aucun service payant, qui fait beaucoup plus de bien que ce qu'on imagine, au-delà de retirer ses chaussures et soupirer un coup. Il y a là une magie qui opère depuis la terre-mère, Gaïa, la Pachamama, la planète océan, peu importe comment on l'appelle, et qui, à mon avis, est de plus en plus finement analysée, notamment par la science, ce qui finit par corroborer des choses que ces peuples premiers, eux, savent et pratiquent depuis toujours, Mm. eux qui n'ont pas attendu la technologie, la spectrographie et différentes formes d'analyse, notamment scientifiques, pour savoir à quel point ça fait tellement de bien. Mm. Et justement, c'était un peu ben, l'objet de ma prochaine question. La communication avec les êtres vivants. Quand j'entends être vivant, je parle de la nature, des arbres. Comment ça vient à toi? Comment tu perçois? Tout simplement, il y a plusieurs niveaux de lecture et plusieurs dilatations dans la perception. On peut regarder la surface des choses et voir qu'il y a une sorte de bosquet. On peut aussi commencer à sentir plus finement chaque arbre, chaque arbuste qui compose ce bosquet. On peut rentrer en contact avec le tronc, les branches, les feuilles, les odeurs également. On peut sentir un type d'énergie plus ou moins stable et enraciné, plus ou moins fleuri et volatile. Et il y a là toutes sortes de graduations qui nécessitent juste de prendre le temps, en fait. Prendre le temps, respirer, parfois méditer, en tout cas calmer le mental. Peut-être commencer par couper son téléphone, ouvrir grand les yeux, mais aussi s'écouter soi-même, sentir quel est l'écho en vous, dans votre radar intérieur, que vous procure le fait d'approcher tel ou tel arbre, toucher telle ou telle écorce et en ressentir la spécificité. Or, ce radar intérieur, aucun grand maître, aucun grand médium, aucun grand thérapeute, aucun grand chaman, aucun grand coach n'en est plus proche que vous-même. C'est là la clé peut-être. D'accord. Ok. Euh, tu as, tu as écrit plusieurs ouvrages dans la série Chaman. Ouais.
Bon, aujourd'hui, on va parler du premier tome de la troisième série, si je dis pas de bêtises. Ouais, Mais c'est La Messagère des Arbres, voilà, c'est le ça. premier tome de l'aventure stellaire, en fait. Voilà. Et déjà, qu'on parle de ce livre, comment t'es venu l'intuition, l'idée d'écrire cette série, Shaman? Oui, alors effectivement, c'est une série de contes initiatiques. J'appelle ça des contes parce que ce sont également des récits autobiographiques, mais qui sont simplifiés. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a pris une trentaine d'années, de 20 à 50 ans, pour faire simple, semble se passer en un an en Mongolie et semble se passer en 2 ans en Arizona, puis avec cette troisième trilogie, donc après la première, l'aventure mongole, après la deuxième trilogie, l'aventure amérindienne, cette troisième trilogie, l'aventure stellaire, elle, en plus des allers-retours entre la France et la Mongolie, la France et l'Arizona, là, on commence à explorer davantage l'Égypte aussi et l'Égypte actuelle comme portail vers l'Égypte ancienne. Et donc des choses qui sont peut-être antérieures au chamanisme et peut-être aussi communes à toutes les formes de chamanisme, très liées au pouvoir du son, au pouvoir de la voix, de certaines vibrations, certaines fréquences et du son. Quand j'étais en musicologie à la Sorbonne, on parlait beaucoup de musicothérapie, des effets bénéfiques de Mozart ou de Bach sur des humains, des animaux ou des plantes, par exemple. Comme tu l'as remarqué, aujourd'hui, on parle beaucoup de sonothérapie, c'est-à-dire au-delà d'une composition ou d'une partition d'un grand maître, du pouvoir, du gong, du bol tibétain, etc. Voilà. Euh, pour répondre à ta question, ça m'est tombé dessus. Alors, au risque de me répéter, c'est ce verbe tomber que j'aime bien, qui a d'ailleurs certains liens avec la musique, avec la notion de cadence, qui vient du latin cadere, la chute, etc. Mais plus précisément, si j'aime beaucoup ce verbe tomber, c'est parce qu'on le retrouve dans différentes expressions, comme tomber des nues, euh, tomber dans les pommes, tomber amoureux, tomber enceinte. Et c'est un petit peu un mix de tout ça qui m'est tombé dessus. C'est-à-dire que moi, j'avais rien prévu du tout. Ça faisait 30 ans que j'avais mis, enfin 25 ans que j'avais mis la plume au tiroir, qu'après avoir publié des poèmes ou un roman initiatique jeunesse vers l'âge de 20 ans chez Flammarion qui s'appelait Jonathan et le secret des vignes, euh, je me suis entièrement consacré à mon métier d'éditeur après avoir cofondé avec Mishka Séligère-Châtelain la maison d'édition Mama Édition Oui. en 2000, qui a donc 25 ans aujourd'hui et qui a publié plus d'une centaine d'ouvrages, dont certains sont publiés en une dizaine de langues, dans les sciences humaines, avec un certain nombre de pavés en anthropologie, en ethnologie, notamment autour du chamanisme, que ce soit des récits d'expériences vécues par des anthropologues, des explorateurs de la conscience, ou que ce soit des livres qu'on appellerait plus des essais en sciences humaines signés par des grands anthropologues comme Jérémy Narby, Michael Harner, ou des grands praticiens comme Claire Barré dont on parlait tout à l'heure, Laurent Hugli, Kevin Turner et d'autres. Donc j'étais complètement focalisé dans ce travail d'éditeur au service de mes auteurs et je pensais que je réécrirais jamais en fait. Et après 25 ans à m'y consacrer complètement, la plume est revenue me chercher la nuit de mes 50 ans en fait. D'accord. Et là, ça m'est vraiment tombé dessus comme une main qui vous sort du lit à 4 heures du matin et qui vous pousse en dehors du lit en vous martelant de ne pas aller se recoucher, alors qu'apparemment on n'a rien à faire, que c'est même pas encore l'aurore, c'est l'aube. Je dormais dans une cabane en bois dans une petite forêt de la côte étrusque en Toscane en Italie. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dont je n'avais aucune idée que c'était un livre, mais quelque chose d'impérieux qui n'était pas vraiment négociable en fait. On a bien sûr toujours le libre arbitre. Mais quand on sent que le libre arbitre, c'est la liberté d'aller dans le mur, on comprend que tout en ayant sa liberté, il y a quelque chose de là qui est assez important pour en quelque sorte vous pousser dans le dos
vers un inconnu que vous n'avez pas prévu, pas programmé, et où, quand je me suis retrouvé à écrire ce matin-là, quelques lignes, puis quelques paragraphes, je pensais que c'était juste un phénomène de fuite entre un rêve qui n'était pas vraiment fini dans ma tête et ma conscience qui s'était réveillée au milieu de la nuit, du moins cet esprit rationnel qui, du coup, transcrivait quelque chose qui peut-être continuait de se dérouler dans une autre zone du cerveau, ce qui ressemblait à une sorte de rêve éveillé ou de rêve lucide avec une surimpression de paysages, de sons très très précis sur une réalité parfaitement stable. Euh, mais j'étais loin d'imaginer que c'était en fait un premier chapitre qui allait être suivi par d'autres, qui allait m'amener à écrire un livre. Et pareil, quand j'ai écrit et posé le mot fin à la dernière page du tome 1 de Chaman, La Oui. Quête, j'avais absolument aucune idée que dès le lendemain matin, cette main allait me repousser hors du lit, qu'il allait avoir Le, un le, le, tome 2, La Vision, même scénario rebelote ouais, avec tome le 3. appel. Et à la fin de cette trilogie de l'aventure mongole, j'avais pas du tout idée non plus qu'allait venir une nouvelle trilogie qui est donc l'aventure amérindienne, qui, elle, se passe non plus entre la France et la Mongolie, Ok, mais entre la France et l'Arizona, et qui se termine par un retour en Mongolie avant justement l'aventure stellaire dont tu parlais. Donc, d'accord. en toute honnêteté, il n'y avait aucun plan et j'estime pas vraiment être initiateur et créateur de cette saga de conte initiatique. Je me sens beaucoup plus écrivain des parties autobiographiques, puisque c'est une écriture à deux voix et que tout ce qui m'est arrivé, les expériences les plus heureuses comme les plus malheureuses, les plus extatiques comme les plus terrifiantes, mais finalement avec le temps initiatique, je les relate telles quelles. C'est verbatim, le nom des personnes, les lieux, les dates, etc. Je n'y ai pas touché parce qu'il y a eu quelque chose, encore une fois, d'impérieux qui m'a vraiment exhorté à me mettre à nu, à ne pas censurer les choses, à ne pas arrondir les angles, passer sous silence, etc. D'accord. De manière à pratiquer une sorte d'ouverture du cœur qui ouvre un espace avec des lectrices et des lecteurs que pour la plupart je rencontrerai jamais, mais qui permet de raisonner dans cette intimité. Et quand cette ouverture est faite en toute transparence, alors entre les lignes, vous pouvez transmettre des choses qui peut-être ne tiennent pas vraiment dans les mots. D'accord. C'est vraiment, tu retranscris en fait sur le papier avec le cœur finalement. Tu retranscris tout exactement comme tu le ressens. On pourrait dire ça de toutes ces parties autobiographiques, oui. Euh, les événements les plus heureux comme les moins heureux, je les livre vraiment en toute transparence. Ça me semble aussi important parfois qu'une lectrice ou un lecteur qui lit quelque chose qui résonne en lui par rapport à une difficulté, une épreuve de la vie, une tristesse, un écueil, mais qui s'aperçoit que quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de peut-être pire, peut-être plus traumatisant, plus de lui laisser en quelque sorte une main tendue à travers les lignes qui l'inspire à se dire ah bon bah si on peut survivre à ça en fait, alors moi je devrais m'en sortir. D'accord. Et ce dernier livre, le tome 1 de la série 3 Chaman, Oui, La messagère des arbres, oui. euh, nous parle de quoi? Alors la messagère des arbres, c'est le retour en Mongolie après une quinzaine d'années, c'est-à-dire que le narrateur, Tengri, a à la fin du tome 1 une fille, une première fille, un premier enfant avec Ilga, cette fille qui va s'appeler Seta. Une dizaine d'années d'après, après l'aventure mongole, on la retrouve dans l'aventure amérindienne en Arizona où elle-même va être initiée à d'autres formes de chamanisme, notamment auprès de vues perçantes, de aigles de feu, de hommes qui parlent aux oiseaux, etc. Euh, Quelques années après, elle retourne en fait vers ses racines en Mongolie puisqu'elle est la fille métisse d'un narrateur français
et d'une jeune femme mongole. Et elle va retrouver sa grand-mère spirituelle, Otarjanat, qui est la chef, la doyenne et la chamane d'un clan de Tsatan au nord de la Mongolie. Les Tsatan sont les derniers Mongols éleveurs de rennes et nomades. Et à mesure que elle approfondit son apprentissage, non plus auprès de chamans ou de membres de sa tribu ou d'autres clans, mais auprès des arbres, en fait, en choisissant de retourner vers un chamanisme qui a officiellement disparu, mais qui en fait est peut-être encore vivant, présent, très caché, très secrètement, et qui est, on pourrait dire, pour résumer simplement, un chamanisme des forêts, un chamanisme où les arbres étaient et sont considérés, comme d'ailleurs c'est le cas, par exemple, en Amazonie péruvienne, comme des maîtres, comme des enseignants. Et ce chamanisme des forêts avait ou a quelque chose d'extrêmement profond et subtil par rapport à d'autres déclinaisons qui se sont rapprochées d'une vie avec le bétail dans les plaines, avec une organisation parfois un peu plus patriarcale, etc. Donc elle va décider de renouer avec ce chamanisme qui est également très solitaire, c'est-à-dire que c'est une vie d'ermite au milieu des arbres, du règne animal, végétal, minéral, euh, le tout unifié par le réseau fongique, le mycélium, par des réalités subtiles et souterraines. Donc, à propos d'avoir une forme d'hygiène physique et mentale et parfois un certain ascétisme ou certains choix qui sont peut-être moins faciles et réconfortants que de rester avec ses parents ou en tribu, il y a là un choix qui est assez radical, mais qui fait partie parfois d'un parcours quand vous avez été reconnu et que il faut en passer par certaines étapes d'isolement, de quête de vision, parfois de jeûne, de retraite et autres. Donc c'est dans ces forêts de Mongolie à la frontière de la Sibérie qu'elle-même poursuit son apprentissage, mais qu'à ce moment, contre toute attente, elle va se retrouver en relation avec un jeune homme qui a à peu près le même âge qu'elle et qui n'est pas de Mongolie. Elle l'aperçoit dans des sortes de rêves lucides, de visions dans un désert. Donc elle pourrait penser que c'est le désert de Gobi, au sud de la Mongolie, ou que c'est un désert d'Arizona qu'elle a connu dans l'aventure amérindienne. Mais non, c'est le Sahara en fait. On est en Égypte D'accord. et il y a là une passerellisation qui s'opère entre deux esprits qui se connectent, puisque la réciproque est vraie pour le jeune Yassine, un orphelin qui arpente le désert du Sahara à la recherche de certaines réponses quant aux différents mystères de son enfance, et que en fait, ces deux jeunes explorateurs de la psyché et du monde vont entrer en relation par-delà les frontières de l'espace et du temps. Donc cette passerellisation avec l'Égypte ancienne, c'est assez fractal puisque avec l'Égypte actuelle, pardon, c'est assez fractal puisque le Yassine lui-même se retrouve en relation avec l'Égypte ancienne comme si l'Égypte actuelle, par certains édifices, certains lieux et certaines chambres secrètes, pouvait être un portail vers d'autres formes de connaissances qui résonnent peut-être encore derrière certaines pierres. D'accord. Et en quoi cette série, euh, elle se distingue des autres séries? L'aventure stellaire, tu veux dire, la nouvelle Oui, la trilogie. nouvelle trilogie. Alors, l'aventure mongole est bien sûr très liée au chamanisme du froid, femme tambour, Mongolie, l'esprit du renne, du yak, de l'aigle, du loup, euh, et les allers-retours avec la France à un moment où le narrateur, Tangri, n'a que, en gros, 25 à 30 ans. Euh, Dans la deuxième trilogie, l'aventure amérindienne, en Arizona, 10 ans se sont écoulés. Il y a une montée en puissance des femmes
que ce soit Ilga, qui d'origine mongole va, elle, donc la mère de Seta, être initiée en Arizona par Règle de Feu, homme qui parle aux oiseaux, vie perçante, etc. Et donc, cette montée en puissance d'un chamanisme au féminin va aussi en passer par des transmissions qui viennent de femmes médecines et de curandera, qui touchent peut-être plus à la roue de médecine, au cercle rouge, à un chamanisme non plus du froid extrême et de la neige, mais du chaud extrême et du désert, avec peut-être aussi d'autres animaux, du condor au jaguar, entre autres animaux de pouvoir propres à ces zones amérindiennes. Et l'aventure stellaire, enfin, elle, opère un peu une triangulation entre ces différents déserts, de Gobi en Mongolie, du Sahara en Égypte et des airs rouges en Arizona. Et surtout, elle plonge dans le passé vers des origines qui sont non plus spécifiques à tel ou tel chamanisme et qui varient entre chamanisme du froid, du chaud, masculin, féminin, etc., mais qui touchent peut-être à quelque chose de beaucoup plus universel et mystérieux si on parle justement du pouvoir du son, de la vibration, de certaines pratiques de guérison, de médecine de lumière, de transmission et d'initiation qui plongent leurs racines dans l'Égypte ancienne et dans des relations notamment aux animaux ou aux demi-dieux qui là sortent du cadre, si je puis dire, de tel ou tel chamanisme pour nous ramener à également des formes d'archéologie secrète, de symbolique, de pouvoir et de transmission qui résonnent en certains d'entre nous de manière inexplicable, peut-être encore plus aujourd'hui qu'à d'autres époques. D'accord, ok. Et est-ce que tu as eu, lors de l'écriture de ce dernier livre, des, des défis? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent par rapport aux autres séries? Hum, le fait de lâcher prise par moment par rapport à des choses que je ne comprenais pas, comme certaines choses que j'ai pu euh, pratiquer, découvrir il y a 30 ans, pratiquer pendant 10, 20, 30 ans, etc. Et notamment certaines choses liées à l'Égypte. Donc, Euh, un des défis, ça a été par moment de faire confiance, et c'est peut-être plus que de la confiance en soi, une histoire de foi, c'est-à-dire lâcher prise par rapport à des choses qui me semblaient extrêmement pertinentes, qui sonnaient très très justes, qui me tombaient dessus en toute humilité. Donc là, c'est pas la partie où on se sent auteur, créateur dans un récit autobiographique, mais plus la partie où on se sent scribe, sans jeu de mots avec l'Égypte ancienne, c'est-à-dire récepteur de quelque chose qui vous est offert et pour lequel on est surtout un trait d'union, un messager, mais on n'est pas le message et encore moins la source de ce message. Donc avoir foi dans certains de ces phénomènes, que parfois on appelle aussi channeling, canalisation, etc., c'est quelque chose qui, là, oui, a fait partie du chemin de manière beaucoup plus prégnante, puisqu'il ne s'agissait pas forcément de relations, de transmission vécues au premier degré avec telle ou telle personne bien vivante aujourd'hui, mais que ça semblait se dérouler sur un autre plan, sur une forme peut-être plus spirituelle, qu'il s'agisse d'ailleurs de certains messages des arbres ou qu'il s'agisse de ces transmissions liées à l'Égypte et l'Égypte ancienne, et où là, pour le coup, on est appelé à non seulement se sentir extrêmement petit, mais à tenir son cap alors qu'il y a quelque chose dont l'ampleur, la force, l'imagerie, les symboles et le sens qui se révèlent petit à petit vous dépassent complètement en fait. D'accord. Et dans ce dernier tome, il y a des messages ou des leçons que tu as voulu transmettre? Alors moi, je n'aurais pas la prétention d'avoir la moindre leçon à donner à qui que ce soit, des messages à transmettre. Oui,
c'est certain. Certains d'ailleurs de ces messages sont repris en exergue des différents chapitres. Euh, donc, ce sont des phrases en fait qui ont fait l'objet de petits livres, puisque ta question c'est sur certains messages. Par exemple, ces 52 paroles chamaniques, elles sont extraites de la première trilogie, l'Aventure mongole. Ces 42 oracles chamaniques sont extraits, eux, de la deuxième trilogie, l'Aventure amérindienne. Ce sont des livres illustrés où certains motifs géométriques, certaines plantes, certains animaux, certains objets rituels accompagnent le sens de ces phrases de pouvoir. On dirait peut-être aujourd'hui des phrases d'empouvoirment, c'est-à-dire de ces sortes de phrases très concises qui peuvent avoir la capacité de remonter certains fusibles en vous, vous rappeler des choses dont vous ne savez plus que vous les avez en vous-même. Donc, qui viennent souffler sur des braises qu'on a peut-être chacun de nous au fond de nous, mais auxquelles parfois on n'a pas vraiment accès, qu'on a oublié, qu'on ne sait plus que l'on sait. Donc, ce premier ouvrage-là, illustré d'encre de Chine de la grande peintre chinoise Yu Zhao, alors que ce deuxième ouvrage est lui illustré de gravures, dont certaines sont tirées de certaines de mes photos, aussi d'objets, d'animaux et de différentes plantes, et de gravures souvent adaptées de photos par Philippe Fourquet. Et il y a là, oui, des manières de transmettre qui nous permettent de sortir de la trame narrative, d'une action, des personnages, des changements de lieu, etc., et d'aller à une sorte peut-être d'essentiel. Par exemple, le début des 52 paroles chamaniques, qui est accompagné de symboles qui jouent un certain rôle et qui accompagnent ces transmissions de phrases concises. La première est écoute en toi et tu deviendras grand. La deuxième, qui est accompagnée d'un éclair, est tu es ton plus court chemin vers la lumière. Et ainsi de suite pour ces 52 phrases qui nous amènent toujours à l'intérieur de nous-mêmes, le but n'étant vraiment pas de dépendre de quelques guides extérieurs, de quelques techniques à apprivoiser, etc., mais surtout de retrouver en soi les clés intérieures de notre propre chemin. Ça, c'est un lien qui n'appartient qu'à nous et qui est peut-être un lien sacré entre tous. Ok. Euh, Concernant le dernier livre, ça fait une très bonne transition vers les 42 oracles chamaniques. Ouais. Euh, Or, pourquoi l'avoir fait en livre et pas, comme on voit souvent en carte déjà? Oui, alors là, c'est l'oracle au sens littéral du terme et au sens ancien du livre, et non pas au sens de l'oracle objet, coffret, auquel on est très habitué aujourd'hui avec des cartes et un livret. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas sous forme d'oracle avec carte un jour, qui sait. Mais là, le but était aussi d'avoir quelque chose qui tienne dans la poche, qui ne coûte que 7 euros et quelques, qui soit richement illustré et qui, sans avoir toute la fabrication et le packaging d'un coffret, d'un livret, de cartes, de finition d'un sachet, etc., euh, qui sont souvent des objets faits au bout du monde d'ailleurs, puisse être imprimé en toute simplicité à prix très doux et de manière à diffuser déjà sous cette première forme très accessible un ensemble de phrases, euh, de dessins, de plantes euh, et autres, et d'animaux également, euh, qui soient mis à la portée de tous. Quand je dis mis à la portée de tous, je veux dire par là qu'un aspect qui parfois est très ésotérique ou cryptique dans ces phrases de pouvoir ou dans certaines de ces transmissions chamaniques, ici, c'est très clarifié. C'est-à-dire que sans en réduire, me semble-t-il, la portée ou la profondeur, le but, c'était vraiment d'aller à l'essentiel
Et une fois que c'est exprimé dans sa forme la plus concise, la retransmettre avec une certaine musicalité, un certain rythme, une certaine image, qui s'adresse donc pas qu'au cerveau gauche et au mental intellectuel, mais également à l'intuition, la poésie et l'aspect peut-être plus visionnaire du cerveau droit. D'accord. Il y a, est-ce que ça reste aussi un peu comme les cartes, mais un livre où on va ouvrir une page et recevoir un message, ou c'est quand même différent? Oui, en fait, je remarque la plupart des lectrices et des lecteurs, si on parle de ces deux petits livres, hein, C'est ça, oui, oui. la plupart des lectrices et des lecteurs, ils le prennent, ils le lisent un peu d'un bout à l'autre pour l'absorber complètement, pour faire le tour du propriétaire, si je puis dire. Mais ensuite, ils l'ouvrent au hasard ou ils en extraient une dans l'ordre, c'est suivant chacun, la sensibilité et l'intuition de chacun. Par exemple, j'ai beaucoup de gens pour les 52 paroles chamaniques qui me disent j'en ouvre une tous les dimanches. Je me réveille le matin, j'en prends une, je fais dans l'ordre et dans un an, j'en aurai fait le tour à raison d'une par semaine. Chacun a ses habitudes. Je crois que le plus important, c'est avant tout de s'écouter encore et toujours, pas seulement pour ses modes de lecture d'ailleurs. D'accord. Euh, du coup, là, c'est le tome un, enfin, le Oui, série la 1 et messagère série. des arbres. Voilà. Du coup, il y en aura un aussi pour cette troisième série? Oui, pour cette troisième trilogie, il y aura sans doute de la même manière un troisième petit ouvrage d'éclat chamanique qui sera extrait de cette troisième trilogie, puisqu'après La messagère des arbres, qui est le dernier des contes parus, de même que les 42 oracles et le dernier des petits extraits illustrés publiés. Après La messagère des arbres, donc, il y aura les eaux sacrées, cette couverture bleue qui montre le mont Ararat en Arménie avec le lac Séban, le mont Ararat qui est le grand volcan d'Arménie mythique où s'est posé l'Arche de Noé dans l'Ancien Testament. Ok, Enfin, le troisième tome où on aperçoit ici les pyramides égyptiennes qui s'intitule Les fleurs d'étoiles. d'accord. Et là, c'est comme pour les autres avant, c'est-à-dire que tu es poussé à les écrire, tu, ou aujourd'hui, tu sais déjà enfin, ce que tu vas mettre dedans? Non, je découvre beaucoup de choses chemin faisant en toute humilité. Il n'y a pas de plan programmé. Il y a vraiment cette manière de recevoir, d'accompagner et de s'accompagner dans un phénomène qui, s'il est plus construit, narratif pour la partie récit autobiographique, est beaucoup plus dans le fait d'être autant en creux que possible, dans un sentir et dans une non-interférence parce que même si parfois le cerveau gauche ou l'ego se dit, ah ben tiens, ça je vais les réécrire parce que je pense que j'ai envie de le faire comme ci et comme ça c'est valable pour mes parties autobiographiques peut-être, et encore. Sur toutes ces parties de compte initiatique et de transmission, de vision, de trans, de soins, etc., moins j'en fais, mieux je me porte. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'être encore une fois un scribe, D'accord, mais de ressentir quelque chose et d'avoir l'humilité de constater que même si notre cerveau gauche pourrait se dire parfois, ah, ce serait plus logique de, je vais corriger comme ci et comme ça, au fond, il y a dans cette musicalité qui arrive d'un seul tenant, ces rimes, ces sortes de versifications, d'images, de métaphores, de choses qui parfois sont paradoxales par rapport à un esprit plus rationnel, cartésien, chronologique. Il y a là cependant quelque chose qui opère avec ses propres lois, sa propre logique, et que le plus important, même si on ne le comprend pas complètement, c'est de le respecter intégralement. d'accord. Il y aura d'autres séries par la suite ou c'est la dernière? Ou tu ne sais pas? On le dira. D'accord. Il y aura d'autres livres, y compris qui sortiront
de cette saga de contes initiatiques, il y aura aussi d'autres livres, peut-être plus liés à notre époque et pas forcément au chamanisme, mais à des histoires de parcours, de transformation de vie, de chemin spirituel qui ne dépendent d'aucun type de chamanisme, d'aucune religion, d'aucune culture, et qui touchent peut-être là à des questions universelles qui remontent à la nuit des temps, qu'on soit ou non croyant, par exemple. D'accord. J'ai une question, bah, peut-être très bête, hein, mais bon, c'est pas grave, je la pose quand même. Mais pourquoi chaman avec un S? Alors là aussi, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi, c'est l'orthographe anglophone, comme tu sais, c'est-à-dire que c'est en français qu'on écrit chaman Avec un avec un C. C. Il y a aussi dans le S quelque chose qui m'évoquait peut-être une forme de courbe et de contre-courbe, quelque chose de serpentin, quelque chose qui se rapproche d'un signe de l'infini ou d'un 8 qui serait incomplet, qui faisait complètement sens pour moi, y compris par rapport à l'universalité de cette orthographe originelle, que dans le dessin de la lettre même. Ouais. D'accord. Tout ça aux éditions Mama Édition, si on Tout peut ça dire est comme ça. publié chez Même Édition. Ouais. Voilà. Dont tu es ben, le créateur, hein, avec une autre personne. Oui, j'ai cofondé Mama Édition il y a 25 ans avec Mishka Séligère-Châtelain. Et cette maison d'édition a publié, donc, comme je te disais, une centaine de livres, dont certains sont traduits dans une dizaine de langues, spécialisés avant tout dans le bien-être, le développement spirituel, beaucoup sur le chamanisme, channeling, canalisation, parcours de vie initiatique, mais aussi une maison connue et reconnue pour, par exemple, sa collection Naissance, avec des ouvrages cultes comme La naissance en BD, une autre trilogie de Lucille Gomez, qui ressortent actuellement d'ailleurs en ouvrage collector, avec des cartes justement, et des livres phares comme Le guide de la naissance naturelle de Ina Megaskin, qui lui aussi ressort en ouvrage collector. Donc une collection naissance sur le féminin, l'accouchement respecté, l'allaitement naturel, la parentalité douce, ces thèmes dont on pourrait penser qu'ils n'ont rien à voir avec le chamanisme, mais encore une fois, pour boucler la boucle, est-ce que les premières sages-femmes de nos campagnes ne riment pas avec nos premières passeuses d'âme, et est-ce que ces premières passeuses d'âme et sages-femmes ne riment pas avec première chamane? Peut-être. Euh, Juste concernant la maison d'édition, alors déjà, j'ai reçu Laurent Hugulite assez récemment. Oui. Je lui avais dit aussi, mais alors déjà, je trouve que, bon, c'est des contenus qui sont de qualité. Les couvertures sont sublimes à chaque fois. Je ne sais pas où vous trouvez les idées, tout ça, mais alors c'est vraiment, je le dis sincèrement, les couvertures sont sublimes. Déjà, rien C'est qu'à l'œil, ça donne envie. Déjà, voilà. c'est le fruit d'un quart de siècle et plus, en fait, puisque c'est une amitié qui a quasiment 45 ans aujourd'hui. C'est le fruit d'un quart de siècle de collaboration très, très étroite, non seulement pour le brainstorming et certaines idées, comme tu dis, avec Mishka Séligère-Châtelain, mais surtout avec le troisième pilier pour ce qu'il en est des couvertures, du graphisme et plus encore de la direction artistique, c'est-à-dire Philippe Fourquet, qui pour moi est un des meilleurs directeurs artistiques vivants et qui a signé jusqu'à présent la quasi-totalité, donc toutes les couvertures de Mama Édition. Le but a souvent été, et c'est quelque chose qui nous a réclamé un travail de fond assez chronophage et très perfectionniste, mais qui en vaut le coup à t'entendre. Et ça, on le sait par les retours des lectrices et des lecteurs, qui nous a obligés à parfois faire non pas deux ou trois tests différents de pistes de couverture, mais parfois 15, 20, 30, 40. Et les soumettre à des libraires, des bibliothécaires, des internes à Mama Édition, des externes, des gens qui connaissaient le sujet
d'autres qui en étaient complètement ignorants. Et quand on arrivait à une unanimité auprès de publics très cultivés ou très peu érudits, de professionnels comme de particuliers qui n'étaient pas de la partie, et que surtout on sentait qu'une magie opérait. C'est-à-dire que ça n'est pas un objet, un livre, ça n'est pas un produit pour nous, c'est une œuvre de l'esprit. Je ne fais pas là de mysticisme. L'œuvre de l'esprit, c'est la définition dans le Code des impôts français de ce qu'est un livre, justement. Ce qui nous rappelle, pour remettre un peu l'église au milieu du village, la perception qu'on avait non pas d'un produit-objet standardisé, uniformisé, mais d'une œuvre qui a en quelque sorte été engendrée par un esprit et qui elle-même, du coup, s'appelle une œuvre de l'esprit. Et là, la couverture du livre, c'est le visage du bébé en quelque sorte. C'est aussi son passeport, sa carte d'identité. Et quand on arrive à ce que la magie opère, comme je disais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vibratoire, quelque chose qui fait que quand vous avez fait 30 ans de salon du livre, comme je l'ai fait, vous avez des lectrices et des lecteurs qui passent devant le stand, qui tournent la tête, qui continuent, qui s'arrêtent, qui reviennent en arrière, qui prennent un livre, qui comprennent que vous publiez des sciences humaines, par exemple. Vous publiez aucun roman policier ou pas de poésie ou de livre Oui. jeunesse, pas d'histoire ou de politique ou de littérature générale, de romans au sens et qui vous disent bah moi je lis pas du tout ces sujets-là, je lis pas de sciences humaines et je lis que du polar ou je lis que des essais historiques ou je lis que des romans de littérature générale. Mais il y a quelque chose qui se dégage de ce stand, de ces couvertures, qui fait que, et puis quelques minutes après, la personne vous dit, bah, je lirai jamais ça, mais ça, je vais le prendre pour mon frère, ou je vais le prendre pour ma belle-sœur, ou etc. Là, il y a quelque chose de, j'allais dire, magnétique dans le pouvoir de ces couvertures, qui n'est pas que d'avoir l'idée, mais qui est de travailler main dans la main pendant plus d'un quart de siècle, avec notamment ce directeur artistique Philippe Fourquet et avec la cofondatrice Mishka Seliger-Châtelain, de manière à finir par avoir quelque chose où c'est waouh, pas seulement pour nous trois, mais aussi pour des libraires, des bibliothécaires, des lectrices, des lecteurs qu'on ne connaît pas, des professionnels, des amateurs. Et là, quand cette unanimité est là, oui, on est très, très heureux parce qu'on est nous-mêmes en admiration devant ce que l'on a fini par réussir à co-créer. D'accord. Tigran, en tout cas, je te remercie. On arrive à la fin de cette émission. Juste, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités, qui peut paraître un peu des fois bizarre, mais je la pose tout le temps. Qu'est-ce que tu dirais si tu rencontres, qu'est-ce que tu lui dirais au Tigran d'il y a 20, 30 ans? Baisse pas les bras et aie foi. D'accord, tout simplement. Ok. Tigran, je te remercie beaucoup pour ce moment, ce partage. Merci, Pour, merci à toutes tes auditrices et tes auditeurs. Merci à toi, Sébastien. de rien. Donc, ton dernier livre, si tu peux le montrer à l'écran, Et voilà, les deux derniers dans voilà, la bibliothèque, c'est les 42 oracles chamaniques, c'est ça, donc extrait de l'aventure amérindienne. Et puis l'aventure stellaire, La messagère des donc, arbres. la troisième trilogie, ce premier tome, La messagère des arbres, qui sera donc suivi par les eaux sacrées et les fleurs d'étoiles. Voilà pour les deux nouveaux bébés. Aux éditions Mama Édition. Exact. Ben, en tout cas, Tigran, je te remercie pour ce partage, pour ce moment. Je remercie toutes les personnes qui suivent la chaîne. Il y a eu quelques changements. Le nom a changé assez récemment. J'espère que ça ne perdure pas trop. On est passé du journal du Nouveau Monde TV à Origin Sky TV. C'est plus joli, c'est plus court, c'est moins compliqué à écrire, entre autres. On a décidé de professionnaliser la chaîne. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, partagé. Commenter, ben, je les remercie énormément. Pour les autres personnes, ben, allez-y. Cliquez sur le bouton abonner, vous activez la cloche, vous raterez aucune émission, comme cette émission d'aujourd'hui qui était très très intéressante. Donc allez-y. Il y a un lien PayPal aussi sous la description de la vidéo. Ça, je le fais, même si ça ne me plaît pas trop, mais je le dis quand même. Si vous avez envie de soutenir la chaîne en faisant un don, tout simplement.
Donc voilà, allez-y, il n'y a pas de souci. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Tigrane, je te remercie pour ce moment. Je te souhaite une belle soirée. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, Excellent. au revoir.